Mon fils a passé l'anniversaire avec moi par obligation. 3 jours plus tard, il a emmené sa belle-mère dans un resort de luxe à Nice. Ce que j'ai découvert sur la raison de cette préférence m'a laissé sans voix et a changé à jamais ma vision de ma propre famille. Je m'appelle Azélie Montpellier, j'ai 70 ans, et pendant des décennies j'ai pensé que j'étais juste une belle-mère ennuyeuse qui dérangeait mon fils. Mais la vérité que j'ai découverte sur pourquoi il préfère la mère de sa femme à moi est si dévastatrice que cela me fait encore mal rien que d'y repenser. Parce que parfois nous découvrons trop tard que nos erreurs ont coûté l'amour des personnes les plus importantes. C'était le 22 octobre, mon anniversaire, et le brouillard matinal couvrait notre ville d'Annecy comme un voile de tristesse. La vue du lac depuis ma fenêtre était obscurcie par cette brume grise qui semblait refléter l'état de mon cœur. Les feuilles d'automne tombaient silencieusement dans mon petit jardin, comme les années qui s'écoulaient entre mon fils et moi sans que nous puissions vraiment nous retrouver. Théodore est arrivé à 14 heures précises, comme il le faisait toujours, ponctuel, mais accomplissant clairement une obligation. À 47 ans, mon fils unique était devenu un entrepreneur prospère, propriétaire de 3 restaurants à Lyon, mais avec moi il était toujours distant et froid. Ses cheveux châtains commençaient à grisonner aux tempes, ses traits étaient tirés par le stress du travail, et ses yeux noisettes, si semblables aux miens, évitaient toujours mon regard lors de nos rencontres. « Bon anniversaire, maman », a-t-il dit, m'embrassant rapidement sur le front. Il portait son costume habituel, impeccable comme toujours, et ses chaussures italiennes brillaient même sous la lumière tamisée de l'automne. Il a apporté un bouquet de fleurs, beau, cher, mais sans aucune signification personnelle. Ce n'étaient pas les marguerites que j'ai toujours aimées, qu'il aurait dû connaître après tant de temps. « Merci, mon chéri », ai-je murmuré, prenant les fleurs avec des mains qui tremblaient légèrement. « Comment s'est passé le voyage depuis Lyon ?»« Bien, maman. La circulation était fluide aujourd'hui. » Nous nous sommes assis dans le salon, où les portraits de lui enfant contrastaient avec l'homme réservé devant moi. Sur la cheminée, des photos jaunies montraient un petit garçon aux yeux brillants, souriant librement, un sourire que je ne voyais plus depuis des années. Les meubles que j'avais choisis avec tant de soin semblaient maintenant témoins silencieux de la distance qui s'était creusée entre nous. « Tu veux du café ?» J'ai fait ta tarte aux pommes préférée, ai-je proposé, me levant déjà pour aller à la cuisine. « Juste un café, merci. Je ne peux pas rester très longtemps aujourd'hui. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Même le jour de mon anniversaire, il avait hâte de partir. J'ai préparé le café dans ma petite cuisine, mes mains tremblant légèrement en versant l'eau chaude. Par la fenêtre, je pouvais voir les montagnes enneigées au loin, majestueuses et immuables, contrairement à la relation fragile avec mon fils. « Comment va Céleste ? Et les filles ?» ai-je demandé en revenant avec le plateau, tentant d'initier une vraie conversation. « Elles vont bien » a-t-il répondu sèchement, regardant son téléphone. Céleste Beaumont ne venait jamais, comme cela arrivait toujours. En 12 ans de mariage, elle n'avait assisté qu'à 3 de mes anniversaires. Leurs 2 filles, Margot et Élodie, 8 et 6 ans, me connaissaient à peine et m'appelaient « Madame » au lieu de « grand-mère ». Margot commence à bien jouer du piano, j'ai entendu dire. Oui, elle progresse. Et Élodie ? Elle aime toujours autant dessiner ? MMM. Chaque tentative de conversation tombait dans le vide. Théodore répondait par monosyllabes, ses doigts tapotant nerveusement sur la table de café que j'avais cirée spécialement pour sa visite. L'horloge murale tiquait bruyamment dans le silence pesant, marquant chaque seconde d'inconfort. J'ai vu que ton restaurant de la Pardieu a eu une excellente critique dans Le Progrès, ai-je tenté encore, me souvenant de l'article que j'avais découpé et gardé dans mon tiroir. Ah oui ? Je n'ai pas lu. C'était un article très élogieux. Il disait que ta cuisine moderne avec des touches traditionnelles était. Maman, excuse-moi, mais j'ai vraiment un dîner important ce soir. Nous avons des investisseurs potentiels. Toujours la même excuse. Toujours quelque chose de plus important que de passer du temps avec sa mère. J'ai regardé la tarte aux pommes intacte sur la table, celle que j'avais passé la matinée à préparer avec ses ingrédients préférés, cannelle de Ceylan, pommes Granny Smith,
pâte brisée maison comme sa grand-mère lui avait appris à aimer. Bien sûr, mon chéri. Je comprends. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mon propre fils me traitait comme un fardeau. Pourquoi chaque visite ressemblait à une corvée qu'il devait accomplir. Pourquoi ses yeux ne s'illuminaient jamais quand il me voyait, contrairement à ce que je voyais quand il regardait ses amis ou même ses clients dans les photos de ses réseaux sociaux. Il s'est levé après exactement 1h45, j'avais regardé l'horloge discrètement. Même pas 2 heures complètes pour le 70e anniversaire de sa mère. Merci pour le café, maman. Et désolé de partir si tôt. Ce n'est rien, Théodore. Je sais que tu es occupé. Il m'a embrassé sur les 2 joues, un baiser protocolaire et froid, puis il est parti en me laissant seul avec le silence assourdissant de ma maison vide. J'ai regardé par la fenêtre sa Mercedes noire disparaître au coin de la rue, emportant avec elle mon espoir d'avoir enfin une vraie conversation avec mon fils. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond de ma chambre. Les ombres dansaient sur les murs pendant que je repensais à chaque moment de cette visite décevante. Avais-je dit quelque chose de mal? Avais-je été trop insistante? Pourquoi était-il si pressé de partir? 3 jours plus tard, un mercredi matin gris et humide, j'arrosais mes géraniums dans le petit jardin derrière la maison. L'air automnal était frais et piquant, et les dernières roses de la saison luttaient contre le froid qui s'installait. C'est alors que j'ai entendu la voix animée de Madame Rousseau, ma voisine de 65 ans, qui parlait au téléphone dans son jardin adjacent. Oh, oui! Quel fils merveilleux! Théodore a emmené sa belle-mère dans ce resort 5 étoiles à Nice. 3 jours complets. Imagine la chance qu'a la mère de Céleste. Il paraît qu'ils ont visité Monaco aussi, et qu'il lui a offert un dîner dans ce restaurant étoilé sur la promenade des Anglais. L'arrosoir a glissé de mes mains et s'est écrasé sur les pavés avec un bruit métallique qui a résonné dans tout le jardin. Mon cœur s'est mis à battre de façon désordonnée, si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mes jambes sont devenues faibles et j'ai dû m'appuyer contre le mur de pierre pour ne pas tomber. Théodore avait emmené la mère de Céleste en voyage? 3 jours entiers, quand il n'arrivait même pas à rester 2 heures avec moi le jour de mon anniversaire? Et pas n'importe où, dans un resort de luxe, avec des dîners raffinés et des excursions à Monaco? Je suis rentré dans la maison en chancelant, mes mains tremblant violemment. La cuisine familière semblait soudain étrangère, comme si je la voyais pour la première fois. J'ai pris mon téléphone avec des doigts qui refusaient de m'obéir et j'ai appelé ma sœur Geneviève, qui habitait à Lyon. Geneviève, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. Tu savais que Théodore avait emmené Madame Beaumont à Nice? Ah oui. Il m'en a parlé hier quand il est passé au magasin. Il était tellement enthousiaste, Azélie. Il m'a dit qu'elle avait toujours rêvé de voir la Côte d'Azur et qu'il voulait lui offrir cette expérience. Il m'a montré des photos sur son téléphone, ils avaient l'air si heureux ensemble. Il riait aux éclats en me racontant comment elle avait insisté pour goûter tous les parfums de glace chez Fenocchio. J'ai raccroché le téléphone, incapable d'en entendre davantage. Enthousiaste? Mon fils, qui avec moi était toujours formel et distant, devenait enthousiaste en planifiant des voyages avec une autre femme de 70 ans? Avec sa belle-mère? Je me suis effondré sur le canapé du salon, les sanglots secouant tout mon corps. Madame Gisèle Beaumont avait 68 ans, 2 de moins que moi. Elle était veuve, comme moi, mais contrairement à moi, elle semblait avoir conquis le cœur de mon propre fils d'une manière que je n'avais jamais réussi à faire. Les heures suivantes ont été un brouillard de douleur et de confusion. Je me suis mise à repenser à chaque interaction entre Théodore et moi au cours des dernières années. Chaque visite écourtée, chaque conversation superficielle, chaque excuse pour partir tôt. Pendant ce temps, il riait aux éclats avec sa belle-mère, planifiait des voyages surprises pour elle, passait des jours entiers en sa compagnie. Que avait-elle que je n'avais pas? Qu'est-ce qui la rendait si spéciale à ses yeux? Pourquoi mon propre fils, que j'avais porté, élevé, aimé pendant 47 ans, préférait-il la compagnie d'une femme qu'il connaissait depuis seulement 12 ans? Cette nuit-là,
je n'ai pas fermé l'œil. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, regardant les photos de Théodore enfant, me demandant à quel moment exactement j'avais perdu mon fils. Quand avait-il cessé de me voir comme sa mère pour me voir comme un devoir? Quand nos conversations étaient-elles devenues si superficielles et forcées? Le lendemain matin, tremblante de fatigue et d'émotion, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'ai composé le numéro de Théodore, déterminé à avoir enfin cette conversation que nous évitions depuis des années. Maman? Il s'est passé quelque chose? La préoccupation dans sa voix était genuine, mais elle sonnait plus comme la préoccupation qu'on aurait pour n'importe quel âgé, pas pour sa propre mère. Théodore, il faut qu'on parle. C'est important. Je suis en voyage, tu te souviens? Je peux t'appeler quand je rentre? Tu es avec la mère de Céleste. Un silence. Un silence long et inconfortable qui en disait plus que des mots. Maman, je peux t'expliquer. S'il te plaît, explique-moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as le temps et l'envie d'emmener une autre femme de 70 ans en voyage, mais avec moi tu es toujours pressé de repartir. J'ai entendu un soupir profond de l'autre côté de la ligne. Au fond, j'entendais des rires, les siens et ceux de Madame Beaumont. Des rires genuines, joyeux, le genre de rire que je n'entendais plus de lui depuis des années quand il était avec moi. Maman, ce n'est pas comme ça. Alors comment c'est, Théodore? Dis-moi comment c'est. Une autre pause. Cette pause qui révélait tout ce qu'il ne voulait pas dire. On en parlera quand je rentrerai, d'accord? Et il a raccroché. Il a raccroché sur sa propre mère pour retourner s'amuser avec sa belle-mère. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant mon cœur se briser lentement en 1000 morceaux. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus une mère dans la vie de mon fils, j'étais devenue une obligation qu'il accomplissait par devoir, rien de plus. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette douleur terrible n'était que le début. Car dans les jours qui suivraient, j'allais découvrir des vérités sur moi-même et sur notre relation qui seraient bien plus dévastatrices que cette simple préférence pour sa belle-mère. Continuez à regarder pour découvrir avec moi les erreurs que j'ai commises sans m'en rendre compte et comment elles ont coûté ce que j'aimais le plus au monde. Ce qui va suivre va vous briser le cœur, et peut-être ouvrir vos yeux sur vos propres relations familiales. Les jours suivants ont été un cauchemar de découverte. J'ai décidé d'enquêter sur ma propre vie en tant que mère, et chaque indice que je trouvais me menait à une vérité plus douloureuse sur qui j'avais vraiment été. Le silence de ma maison d'Annecy était devenu oppressant. Chaque tic-tac de l'horloge du salon résonnait comme un reproche, me rappelant toutes les heures que j'avais perdues avec mon fils à cause de ma propre aveuglement. L'automne s'installait définitivement, et les feuilles mortes s'accumulaient dans mon jardin comme les regrets dans mon cœur. J'ai commencé par fouiller dans les anciennes photos de famille, stockées dans des boîtes poussiéreuses au grenier. L'odeur de moisi et de vieux papier m'a assailli quand j'ai ouvert la première boîte. Là se trouvaient les preuves que j'avais ignorées pendant des années. Sur chaque photo, Théodore enfant souriait radieusement quand il était avec d'autres personnes, ses grands-parents, ses oncles et tantes, les amis de l'école. Son visage s'illuminait, ses yeux pétillaient de joie genuine. Mais sur les photos avec moi, son sourire semblait toujours forcé, contraint. Ses yeux ne brillaient jamais de la même façon. Même à l'âge de 5 ans, il y avait une tension visible dans ses petites épaules quand il posait à côté de moi. Comment avais-je pu être si aveugle pendant toutes ces années? Dans une photo de son 7e anniversaire, je me tenais derrière lui, les mains fermement posées sur ses épaules, mon visage arborant ce sourire crispé que je reconnaissais maintenant. Théodore, lui, regardait l'objectif avec une expression résignée. À côté, une photo prise le même jour montrait son grand-père maternel en train de le faire tournoyer dans les airs. Là, son rire était explosif, authentique, libre. J'ai descendu les boîtes au salon et j'ai étalé des centaines de photos sur la table basse. L'évidence était accablante, j'avais été une mère physiquement présente mais émotionnellement distante. Toujours préoccupée par l'apparence, par ce que les gens penseraient, par la perfection de chaque moment plutôt que par le bonheur genuin de mon enfant. Tremblante, j'ai pris son ancien journal intime,
celui qu'il avait oublié dans sa chambre quand il avait déménagé à 22 ans. Pendant des années, je l'avais gardé sans jamais oser l'ouvrir, respectant son intimité. Mais maintenant, désespéré de comprendre, j'ai tourné les pages jaunies avec des mains qui tremblaient. J'ai ouvert à la page de son 12e anniversaire. Son écriture d'enfant, encore maladroite, racontait. Maman a organisé une fête, mais elle était plus inquiète de ce que les voisins allaient penser de la décoration que de savoir si je m'amusais. Quand le gâteau n'était pas parfait, elle a presque pleuré. Parfois j'aimerais qu'elle soit comme la maman de Pierre, qui le laisse salir la maison et qui rit avec lui. Maman ne rit jamais vraiment. Elle sourit, mais c'est différent. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai eu mal à respirer. J'ai continué à lire, chaque page révélant une nouvelle blessure que j'avais infligée sans m'en rendre compte. J'ai eu 8 en mathématiques et je l'ai dit à maman tout excitée. Elle a dit « Pourquoi pas 10 ? Tu ne t'es pas assez efforcé. » La maman de Jean a fait la fête quand il a eu 6. Je ne sais pas pourquoi maman n'est jamais satisfaite de moi. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien. Les larmes ont commencé à couler sur les pages jaunies, tachant l'encre bleue de ces mots d'enfant. Comment n'avais-je pas vu? Comment avais-je pu être si aveugle à la souffrance de mon propre fils? Une autre entrée, quelques mois plus tard. Je me suis blessé au genou en jouant au football. Maman m'a emmené chez le médecin, mais sur le chemin elle n'a fait que parler de comment je devrais faire plus attention, que je fais toujours les choses sans réfléchir. Ça m'a fait plus mal d'entendre ça que la blessure. Grand-papa aurait dit « ça arrive, mon bonhomme » et il m'aurait fait rire. Maman me fait jamais rire quand j'ai mal. J'ai fermé le journal, incapable de continuer. Mes sanglots résonnaient dans la maison vide, écho de tous les rires que je n'avais jamais partagés avec mon fils. Je me suis levé en chancelant et je suis allé jusqu'au miroir du couloir. La femme qui me regardait avait le visage de la critique perpétuelle, de l'insatisfaction constante. Ses lèvres étaient pincées par des années de désapprobation, ses yeux ternés par l'habitude de voir toujours ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien. Quand étais-je devenue cette femme? Quand avais-je cessé d'être une mère aimante pour devenir une correctrice permanente? Les souvenirs ont commencé à remonter, clairs et douloureux. Je me revoyais rectifier sa posture à table, corriger sa grammaire au milieu de ses histoires enthousiastes, refaire son lit parce qu'il n'était pas assez bien fait. Chaque geste d'amour était empoisonné par ma manie du perfectionnisme. J'ai appelé ma sœur Geneviève, cette fois avec une question différente. Ma voix tremblait quand elle a décroché. Geneviève, sois honnête avec moi. Comment j'étais comme mère quand Théodore était petit? Ma sœur a hésité. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil, pesant ses mots. Azélie, pourquoi tu me demandes ça? S'il te plaît, j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Un long soupir. Tu voulais toujours que tout soit parfait. La maison, Théodore, les repas, ses notes à l'école. Je me souviens qu'il venait jouer chez moi et il semblait plus détendu, plus lui-même. Il riait plus facilement, il osait faire des bêtises sans avoir peur. Est-ce que je faisais quelque chose de mal? Pas mal, ma sœur. Mais tu étais toujours tendue, toujours en train de corriger. Quand il faisait quelque chose de bien, tu pensais déjà à ce qui pourrait être mieux. Quand il faisait quelque chose de mal, tu lui expliquais en détail où il s'était trompé. Tu ne le laissais jamais juste être un enfant. J'essayais de bien l'éduquer. Je sais, Azélie. Mais parfois l'éducation devient de la pression excessive. Et la pression excessive éloigne les gens, même ceux qu'on aime le plus. Tu étais comme maman avec nous, tu te souviens? Toujours à nous corriger, jamais satisfaite. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Maman. Notre mère, Louise Moreau, avait été exactement comme ça avec nous. Exigeante, perfectionniste, jamais satisfaite. J'avais grandi en essayant désespérément de lui plaire, et j'avais reproduit le même schéma avec Théodore sans même m'en rendre compte. Geneviève, est-ce que tu penses qu'il m'en veut?
Il ne t'en veut pas, Azélie. Mais il a appris à se protéger. À ne pas s'attendre à ton approbation inconditionnelle. C'est pour ça qu'il est distant. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autoprotection. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon salon, entourée des photos éparpillées qui témoignaient de mes échecs. Le vent d'automne faisait claquer les volets, et j'ai réalisé que ce bruit me rappelait les claquements de langue désapprobateurs que je faisais constamment quand Théodore était enfant. J'ai repensé à Madame Beaumont. Que avait-elle que je n'avais pas? Pourquoi Théodore arrivait-il à rire avec elle d'une façon qu'il n'avait jamais réussi avec moi? Dans un élan de courage désespéré, j'ai décidé de faire quelque chose d'inédit, j'ai appelé Céleste, ma belle-fille. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende à travers le téléphone. Céleste, c'est moi, Azélie. Est-ce qu'on peut parler? Bien sûr, Madame Montpellier. Que se passe-t-il? Sa voix était prudente, polie mais distante. Même après 12 ans, elle m'appelait encore Madame Montpellier et non belle-maman. Je veux comprendre, pourquoi Théodore est si proche de ta mère? Un silence gêné s'est installé. Je pouvais presque entendre Céleste chercher les bons mots, ce qui ne blesserait pas trop. Madame Montpellier, S'il te plaît, sois honnête avec moi. J'ai besoin de comprendre. Céleste a respiré profondément. Ma mère, elle l'accepte comme il est. Quand il raconte des choses sur son travail, elle écoute sans juger. Quand il fait une erreur, elle dit que ça fait partie de la vie. Elle rit de ses blagues, même les mauvaises. Elle le fait sentir qu'il est suffisant exactement comme il est. Chaque mot était un coup de poignard dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux, mais les larmes ont coulé quand même. Et moi? Comment est-ce que je le fais sentir? Madame Montpellier, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on se parle en personne. S'il te plaît, Céleste. J'ai besoin d'entendre la vérité. Un silence, puis sa voix plus douce, presque compatissante, vous lui donnez l'impression qu'il est toujours en dessous de vos attentes. Qu'il pourrait être meilleur, faire mieux, être mieux. Même maintenant, à 47 ans, quand il sort de chez vous, il reste tendu pendant des heures. Il dit qu'il a l'impression de passer un examen à chaque visite. Un examen, ai-je répété, la voix brisée. Il m'a dit une fois que vous aviez le don de pointer exactement ce qui n'allait pas dans sa vie, même quand il venait vous parler de quelque chose de positif. Que vous transformiez chaque conversation en leçon ou en conseil non demandé. J'ai raccroché le téléphone et je me suis effondrée sur le canapé. Mes sanglots résonnaient dans la maison vide, mélange de regret et de désespoir. J'avais perdu mon fils non pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, mais à cause de quelque chose que moi j'avais fait. À cause de décennies de critiques déguisées en amour, de conseils déguisés en soins. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée. Mon cher Théodore, aujourd'hui j'ai découvert que j'ai été la pire mère du monde sans m'en rendre compte. Chaque fois que je t'ai corrigé, j'ai cru que je te protégeais. Chaque fois que j'ai pointé tes erreurs, j'ai pensé que je t'éduquais. Chaque fois que j'ai exigé plus de toi, j'ai cru que je t'encourageais à être meilleur. Mais en réalité, j'étais en train de t'étouffer. J'étais en train de t'apprendre que tu ne serais jamais suffisant pour moi. Et maintenant je comprends pourquoi tu préfères la compagnie de n'importe qui à la mienne, parce qu'avec n'importe qui d'autre tu peux être toi-même, mais avec moi tu as toujours été mon projet de fils idéal. Je t'ai aimé si fort que j'ai oublié de t'aimer comme tu étais. J'ai aimé l'idée de toi plutôt que toi. Et maintenant il est peut-être trop tard pour rattraper toutes ces années où j'aurais dû simplement te dire que tu étais parfait comme tu étais. Le lendemain matin, épuisé par cette nuit blanche de révélation, j'ai pris une autre décision difficile. J'ai appelé le docteur Catherine Martineau, une psychologue que m'avait recommandé mon médecin généraliste des années auparavant. Docteur Martineau, j'aimerais prendre rendez-vous. C'est urgent. Bien sûr, madame. De quoi s'agit-il? J'ai détruit ma relation avec mon fils sans m'en rendre compte, et j'ai besoin de comprendre pourquoi et comment je peux réparer ça. Si c'est encore possible. Le rendez-vous a été fixé pour le lendemain.
En attendant, j'ai continué mes fouilles dans le passé. J'ai retrouvé ses bulletins scolaires, annotés de mes commentaires. Même quand il avait de bonnes notes, j'avais écrit des choses comme « peut faire mieux en histoire » ou « doit améliorer sa présentation ». Jamais un simple bravo ou « je suis fier de toi ». J'ai trouvé des dessins qu'il m'avait offerts quand il était petit. Sur chacun, il avait écrit « pour maman » avec des cœurs. Je me souvenais maintenant de ma réaction, j'avais toujours trouvé quelque chose à corriger. Les arbres ne sont pas bleus, chérie, tu as oublié les fenêtres sur la maison. Jamais je n'avais simplement dit « c'est magnifique, merci mon amour ». Dans une boîte, j'ai trouvé toutes les cartes de fête des mères qu'il m'avait faites à l'école. Les premières, vers 6 à 7 ans, débordaient d'amour. Ma maman est la plus belle du monde, ma maman fait les meilleurs gâteaux. Mais au fil des années, les messages sont devenus plus neutres, plus distants, bonne fête maman, puis simplement son nom signé au bas d'une carte achetée. J'ai vu l'évolution de ses sentiments pour moi tracés dans ces petits mots d'enfant. Comment un amour si pur et si total s'était-il transformé en politesse distante? Le docteur Martineau m'a reçu dans son cabinet lumineux du centre-ville d'Annecy. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés au carré, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes fines. « Racontez-moi ce qui vous amène, Madame Montpellier. » J'ai tout déballé. L'anniversaire raté, le voyage avec sa belle-mère, mes découvertes sur moi-même. Elle m'écoutait attentivement, prenant quelques notes, hochant la tête de temps en temps. « Azélie, vous avez grandi en croyant que l'amour signifie la correction constante. Que s'occuper de quelqu'un signifie pointer ses défauts. Qu'être une bonne mère signifie ne jamais être satisfaite de son enfant. Mais comment est-ce que je change ça après tant d'années? En commençant aujourd'hui. Chaque fois que vous sentirez l'envie de critiquer, demandez-vous, est-ce que ça va rapprocher ou éloigner mon fils de moi? Chaque fois que vous voudrez donner des conseils non demandés, demandez-vous, est-ce qu'il veut mon opinion ou mon soutien? Et s'il est trop tard? S'il ne me laisse plus jamais revenir dans sa vie? Le docteur Martineau s'est penché vers moi. Azélie, il continue à venir vous voir pour vos anniversaires. Il vous appelle encore « maman ». Il n'a pas coupé les ponts. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais il faut que vous changiez vraiment, pas juste en surface. 3 jours plus tard, Théodore est rentré de Nice. Les photos qu'il avait postées sur les réseaux sociaux montraient quelque chose qui m'a brisé le cœur, mon fils souriant genuinement, l'air détendu et heureux. Exactement comme il devrait être quand il passait du temps avec moi, mais ne l'était jamais. Il m'a appelé le lendemain. « Maman, à propos de notre conversation, est-ce qu'on peut se voir ?» « Oui, ai-je répondu, mais ma voix était différente. Plus faible, plus brisée. « Tu vas bien ? Tu as l'air différente. » Théodore, j'ai découvert des choses sur moi-même ces derniers jours. Et je pense que tu dois les entendre. Il y a eu une pause. D'accord. J'arrive. Quand il est arrivé, j'ai remarqué quelque chose de différent en moi aussi. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me suis pas préoccupé de savoir si la maison était impeccable ou si j'avais préparé le goûter parfait. J'étais trop fatigué pour faire semblant que tout allait bien. « Maman, tu es sûre que ça va? Tu parais différente. » Théodore, j'ai lu ton ancien journal. Ses yeux se sont écarquillés. « Maman, tu n'aurais pas dû. » Je sais. Mais j'avais besoin de comprendre quand je t'ai perdu. Et j'ai découvert que je ne t'ai jamais vraiment eu, parce que je ne t'ai jamais laissé être qui tu étais vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré devant lui. Théodore semblait choqué, c'était peut-être la première fois qu'il me voyait montrer une vraie émotion. Pendant 47 ans, je t'ai critiqué en pensant que je t'éduquais. Je t'ai fait des reproches en pensant que je te motivais. Je t'ai corrigé en pensant que je te protégeais. Mais en réalité, je t'apprenais que tu ne serais jamais suffisant pour ta propre mère. Maman, laisse-moi finir. Maintenant je comprends pourquoi tu préfères la compagnie de la mère de Céleste. Elle t'aime comme tu es.
Moi j'ai toujours essayé de te transformer en ce que je pensais que tu devrais être. Le silence qui a suivi était différent de nos silences habituels. Celui-ci était chargé de reconnaissance, de vérité enfin dite. Maman, je ne savais pas que tu te rendais compte de ça. Comment ne pas m'en rendre compte? Mon propre fils me traite comme une obligation depuis des années. Je pensais que c'était de l'ingratitude de ta part, mais c'était la conséquence de mon incapacité à être la mère dont tu avais besoin. Théodore s'est approché et, pour la première fois depuis des années, il m'a serré dans ses bras spontanément. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Mais avec toi je n'ai jamais réussi à me détendre, jamais réussi à être moi-même. Et c'est ma faute, pas la tienne. Mais notre conversation a été interrompue par quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Nous étions enlacés, commençant enfin à nous reconnecter après tant d'années de distance, quand le téléphone a sonné. C'était Céleste, et sa voix était bouleversée, tremblante d'une panique que je ne lui avais jamais entendue. « Théodore, tu dois venir ici maintenant. C'est à propos de ma mère, elle est à l'hôpital. » Mon fils est devenu pâle comme un linge. Ses mains se sont mises à trembler légèrement, et j'ai vu dans ses yeux une terreur que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant, le jour où son père était mort dans cet accident de voiture, il y a 15 ans. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Elle a fait un malaise ce matin pendant qu'elle arrosait ses roses. Les voisins l'ont trouvée évanouie dans son jardin. Les médecins disent qu'elle cachait un cancer avancé depuis des mois. Elle ne nous a rien dit, Théodore. Rien du tout. Ils ne savent pas combien de temps elle a. J'ai vu le désespoir envahir le visage de mon fils. Sa connexion avec Madame Beaumont n'était pas simplement une préférence, c'était un amour genuin pour quelqu'un qu'il était en train de perdre. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu l'enfant vulnérable qu'il avait été. J'arrive tout de suite, a-t-il bégayé, cherchant déjà ses clés de voiture. Va ai-je dit instinctivement. Va être avec elle. Maman, mais nous étions en train de parler. Théodore, certaines choses sont plus importantes. Va t'occuper de celle que tu aimes. Il a hésité, me regardant avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années, comme s'il se souciait vraiment de ce que je pensais, comme si mon opinion comptait encore pour lui. Tu veux venir avec moi? La question m'a surprise. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Tu veux que je vienne? Je veux. Je pense qu'il est temps que tu rencontres vraiment la femme qui est devenue si importante pour moi. Et peut-être qu'elle pourra nous aider à comprendre comment réparer ce qui s'est cassé entre nous. Nous sommes partis ensemble pour Lyon dans sa voiture. Le trajet de 2 heures s'est passé en grande partie en silence, mais ce n'était pas le silence tendu habituel. C'était un silence chargé d'anticipation et de peur mélangées. De temps en temps, Théodore me jetait des regards inquiets, comme s'il vérifiait que j'étais vraiment là, que je l'accompagnais vraiment dans cette épreuve. « Maman, a-t-il dit à mi-chemin, il faut que tu saches quelque chose sur grand-mère Gisèle. »« Quoi donc ? » ?»« Elle m'a beaucoup parlé de toi ces derniers mois. Elle disait que tu lui rappelais sa propre mère. Qu'elle comprenait pourquoi tu étais comme tu étais. »« Comment ça ? » ?»« Elle disait que les femmes de votre génération aviez appris à aimer en corrigeant, à vous occuper de nous en nous montrant nos erreurs. Que c'était votre façon de nous protéger du monde. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Et qu'est-ce que tu lui répondais? Que j'aimerais comprendre comment recevoir cet amour sans me sentir constamment jugée. À l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, nous avons trouvé Madame Gisèle Beaumont pour la première fois dans une situation vraie, pas lors d'événements sociaux superficiels. Elle était dans une chambre privée au 3e étage, entourée de machines qui bipaient doucement. Ses cheveux gris, habituellement impeccablement coiffés, étaient épars sur l'oreiller blanc. Elle était pâle, mais ses yeux ont brillé quand elle a vu Théodore entrer. « Mon cher garçon, a-t-elle dit, tendant sa main fragile. Tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu, grand-mère, a-t-il répondu, utilisant ce surnom affectueux que je ne l'avais jamais entendu utiliser pour moi.
J'ai observé leur interaction et j'ai enfin compris. Ce n'était pas qu'elle était meilleure que moi, c'était qu'elle offrait quelque chose que je n'avais jamais offert, une acceptation inconditionnelle. Elle le regardait avec des yeux qui disaient « Tu es parfait comme tu es », tandis que mes yeux avaient toujours dit « Tu peux faire mieux ». Théodore m'a beaucoup parlé de vous, a dit Gisèle en me regardant. Même dans son état affaibli, sa voix gardait cette douceur bienveillante qui la caractérisait. Je sais que vous traversez une période difficile tous les deux. Madame Beaumont, Gisèle, s'il vous plaît. Et vous n'avez rien à expliquer. Être mère est la tâche la plus difficile au monde. Nous commettons toutes des erreurs. Moi la première. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Cette femme, que je voyais comme ma rivale pour l'affection de mon fils, m'offrait une compassion que je ne méritais pas. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, aucune supériorité, juste une compréhension profonde et douloureuse. Puis-je vous demander, comment avez-vous réussi à vous connecter si bien avec lui? Gisèle a souri faiblement, ajustant sa position dans le lit d'hôpital. Vous savez, Azélie, j'ai eu une mère très similaire à vous. Exigeante, perfectionniste, toujours en train de me corriger. J'ai passé ma vie entière à essayer de prouver que j'étais suffisante pour elle. Ça ne s'arrêtait jamais. Mon cœur s'est serré. Et alors? J'ai porté cette blessure pendant des décennies. Quand ma fille Céleste est née, je me suis promis de faire différemment. Qu'elle saurait, tous les jours, qu'elle était aimée exactement comme elle était. Et quand j'ai rencontré Théodore, j'ai vu en lui la même blessure que je portais, cette sensation de ne jamais être suffisant. Alors vous l'avez traité comme vous auriez voulu traiter votre propre enfant blessé. Exactement. Je lui ai donné ce que j'aurais aimé recevoir, une approbation inconditionnelle. Le droit d'échouer sans être jugé. Le droit d'être imparfait et d'être quand même aimé. Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Non, ma chère. Vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez. Votre mère aussi était exigeante avec vous? J'ai hoché la tête. Ma mère, Louise, avait été extrêmement rigide. J'avais grandi en essayant de plaire à quelqu'un qui n'était jamais satisfaite, et sans m'en rendre compte, j'avais reproduit le même schéma avec Théodore. Mais il y a encore du temps, a dit Gisèle. Il y a encore du temps pour vous reconnecter vraiment. Théodore a un cœur énorme, Azélie. Il attend juste que vous lui montriez qu'il peut l'ouvrir avec vous sans risquer d'être blessé. Dans les jours suivants, tandis que Gisèle luttait contre le cancer, quelque chose de beau a commencé à se produire. Théodore et moi avons passé des heures à l'hôpital, parlant vraiment pour la première fois depuis des décennies. Il m'a raconté ses peurs, ses rêves, ses insécurités. Et moi, enfin, j'ai juste écouté. Tu sais, maman, j'ai toujours voulu ton approbation. J'ai toujours pensé que si je me donnais plus de mal, si je faisais mieux, tu finirais par être fier de moi. Mon fils, j'ai toujours été fier de toi. Je ne savais simplement pas comment le montrer sans essayer de t'améliorer en même temps. Pourquoi tu étais comme ça? Parce que ma mère était comme ça avec moi. Et la mère de sa mère était probablement comme ça avec elle. C'est un cycle d'amour mal exprimé qui passe de génération en génération. Gisèle nous observait durant ces conversations avec un sourire faible mais genuine. Elle facilitait notre réconciliation même en affrontant sa propre mortalité. Parfois, elle intervenait avec des questions douces qui nous aidaient à approfondir, à aller au cœur des choses. Théodore, a-t-elle dit un après-midi, raconte à ta mère cette fois où tu as eu si peur de lui dire que tu avais cassé le vase de ta grand-mère. Mon fils a rougi. J'avais 12 ans. J'avais cassé le vase en cristal de grand-mère Rose en jouant au ballon dans le salon. J'ai eu tellement peur de ta réaction que j'ai caché les morceaux et j'ai menti pendant des semaines. Comment tu te sentais? J'avais mal au ventre en permanence. Je savais que tu finirais par découvrir, et j'imaginais déjà ta déception, ta colère, tous les reproches que tu allais me faire. Et quand j'ai découvert? Tu as été exactement comme je l'avais imaginé.
Tu m'as fait un sermon de 30 minutes sur la responsabilité, le respect des affaires des autres, l'importance de dire la vérité. J'ai appris quelque chose ce jour-là. Quoi donc? Que mentir était moins douloureux que de te dire la vérité et de voir ta déception. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Mon Dieu, Théodore? Maman, je ne dis pas ça pour te faire du mal. Mais c'est comme ça que j'ai appris à gérer notre relation. En te disant seulement ce que tu voulais entendre, en cachant mes échecs, mes doutes, mes moments de faiblesse. Gisèle a pris ma main. Azélie, vous voyez maintenant pourquoi il préfère ma compagnie? Pas parce que je suis meilleure que vous, mais parce qu'avec moi, il peut être authentique. Il peut échouer, douter, être imparfait sans craindre un sermon. Comment est-ce que je répare ça? Comment est-ce que je retrouve mon fils? En commençant par accepter l'homme qu'il est devenu, pas l'enfant que vous vouliez qu'il soit. Une semaine plus tard, Gisèle m'a demandé de rester seule avec elle pendant que Théodore était parti chercher des cafés. Sa respiration était plus laborieuse, et je voyais qu'elle s'affaiblissait de jour en jour. Azélie, j'ai une faveur à vous demander. Tout ce que vous voudrez, Gisèle. Quand je partirai, je veux que vous vous occupiez de Théodore. Pas comme vous le faisiez avant, mais comme vous apprenez à le faire maintenant. Il a Céleste, les filles. Mais il a besoin de sa mère. De sa vraie mère, pas de la mère perfectionniste. Il a besoin de savoir qu'il est aimé inconditionnellement par vous aussi. Comment est-ce que je peux faire ça après tant de temps? De la façon dont vous le faites maintenant. En écoutant sans juger. En acceptant sans corriger. En aimant sans exiger. Gisèle, est-ce que vous me pardonnez de lui avoir fait du mal sans le vouloir? Elle a serré ma main avec la force qui lui restait. Ma chère Azélie, il n'y a rien à pardonner. Vous l'avez aimé du mieux que vous pouviez. Maintenant vous apprenez à l'aimer encore mieux. C'est tout ce qui compte. Gisèle est décédée 3 jours plus tard, dans la sérénité, entourée de nous tous. Elle s'est éteinte un mardi matin, pendant que Théodore lui tenait la main et lui lisait des passages de Prévert, son poète préféré. Ces derniers mots ont été pour lui: continue à être cet homme merveilleux que tu es. Et laisse ta maman t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Au funérarium, j'ai vu mon fils pleurer comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Même à la mort de son père, il s'était retenu, avait gardé sa douleur pour lui. Mais là, il sanglotait sans retenue, le cœur brisé d'avoir perdu quelqu'un qu'il aimait sans condition. Elle me comprenait d'une façon que personne n'avait jamais fait, a-t-il dit entre ses larmes. Avec elle, je pouvais être moi-même complètement. Elle t'aimait comme j'aurais dû t'aimer depuis le début, ai-je répondu. Mais il n'est pas trop tard pour apprendre. L'enterrement a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où reposait son défunt mari. C'était une journée d'automne particulièrement belle, avec un ciel bleu éclatant qui contrastait avec notre tristesse. Des dizaines de personnes sont venues rendre hommage à cette femme exceptionnelle, anciens collègues, voisins, amis de la famille. Céleste m'a demandé de dire quelques mots pendant la cérémonie. Debout devant cette assemblée, j'ai parlé de la générosité de Gisèle, de sa capacité à voir le meilleur en chacun, de la façon dont elle avait aidé mon fils et moi à nous retrouver. Gisèle Beaumont était une femme qui avait compris que l'amour véritable, c'est accepter les autres comme ils sont, pas comme nous voulons qu'ils soient. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir la mère que notre enfant a toujours eu besoin que nous soyons. Après la cérémonie, tandis que nous marchions dans les allées du cimetière, Théodore m'a pris le bras, un geste spontané qui m'a surprise. « Maman, il faut que je te dise quelque chose que grand-mère Gisèle m'a confié juste avant de mourir. » « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » Elle m'a dit qu'elle n'était pas triste de partir, parce qu'elle savait qu'enfin toi et moi allions nous retrouver vraiment. Elle a dit que c'était son cadeau d'adieu pour nous. Son cadeau d'adieu ? Elle m'a expliqué qu'elle avait passé sa vie à guérir de sa relation avec sa propre mère. Et qu'en m'aidant, elle nous aidait tous les deux à briser ce cycle. Elle voulait que nous ayons ce qu'elle n'avait jamais pu avoir avec sa maman. Cette révélation m'a bouleversée. Gisèle avait orchestré notre réconciliation depuis le début,
comprenant mieux que nous ce dont nous avions besoin. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel parisienne, j'ai trouvé une enveloppe que Céleste avait glissée sous ma porte. C'était une lettre de Gisèle, écrite quelques jours avant sa mort. Chère Azélie, si vous lisez ceci, c'est que mon heure est venue. Ne soyez pas triste pour moi, j'ai eu une vie bien remplie, et mes derniers mois ont été illuminés par l'amour de votre fils. Je voulais vous dire que Théodore vous aime profondément, même s'il ne sait pas toujours comment vous le montrer. Il porte en lui cette blessure de ne pas se sentir suffisant, mais il porte aussi tout l'amour que vous lui avez donné, même imparfaitement. Vous avez une seconde chance maintenant. Utilisez-la. Montrez-lui l'amour inconditionnel que vous avez toujours eu pour lui mais que vous ne saviez pas exprimer. Il n'est jamais trop tard pour devenir la mère dont votre enfant a besoin. Prenez soin de notre Théodore. Il a maintenant 2 mères, une qui l'aime du ciel, et une autre qui apprend enfin à l'aimer sur terre. Avec toute mon affection, Gisèle. PS. Dans le tiroir de ma commode, j'ai laissé quelque chose pour vous. Céleste vous le donnera quand vous serez prête. Le lendemain, avant de repartir à Annecy, Céleste m'a remis une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait une broche ancienne en forme de cœur, avec une petite carte. Cette broche appartenait à ma grand-mère, qui me l'avait donnée en me disant qu'elle symbolisait l'amour maternel véritable. Je vous la transmets maintenant, avec l'espoir que vous saurez la porter avec tout l'amour que mérite Théodore. En retournant à Annecy avec mon fils, quelque chose avait définitivement changé entre nous. Nous parlions vraiment, sans cette tension habituelle. Il me racontait des anecdotes sur son travail, ses inquiétudes pour les filles, ses projets d'avenir. Et moi, pour la première fois, j'écoutais vraiment sans chercher à corriger ou à conseiller. « Maman, m'a-t-il dit en me déposant chez moi, est-ce que tu voudrais qu'on se voit plus souvent ? Pas juste pour les anniversaires ?» Mon cœur s'est gonflé d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'aimerais beaucoup, mon chéri. Et peut-être que la prochaine fois, tu pourrais me montrer comment on fait ce fameux bœuf bourguignon de grand-mère Rose ? Celui que tu faisais quand j'étais petit ? Avec plaisir. Mais cette fois, si tu renverses quelque chose ou si tu rates une étape, on rigolera ensemble au lieu de tout recommencer. Il a souri, un vrai sourire, spontané et chaleureux. J'aimerais beaucoup ça, maman. Cette nuit-là, seule dans ma maison d'Annecy, j'ai regardé par la fenêtre le lac qui scintillait sous la lune. Gisèle était partie, mais elle nous avait laissé le plus beau des cadeaux, une seconde chance de nous aimer vraiment. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette seconde chance allait m'amener à des découvertes encore plus profondes sur moi-même et sur ce que signifie vraiment être mère. Le jour des funérailles de Gisèle, quelque chose en moi est mort aussi, la mère critique et perfectionniste que j'avais été pendant 47 ans. Et quelque chose de nouveau est né, la mère dont mon fils avait toujours eu besoin. Les semaines qui ont suivi l'enterrement ont été les plus difficiles et les plus transformatrices de ma vie. L'automne cédait la place à un hiver précoce à Annecy, et les premiers flocons de neige tombaient doucement sur le lac, comme si la nature elle-même pleurait la perte de Gisèle tout en célébrant un nouveau commencement. Quand nous sommes revenus du cimetière, Théodore était anéanti. Au lieu d'essayer de le consoler avec des mots vides ou des conseils sur comment avancer, je me suis simplement assise à côté de lui sur le canapé de mon salon et j'ai laissé pleurer sur mon épaule. Pour la première fois en décennies, je n'ai pas essayé de réparer sa douleur ou de lui expliquer comment la gérer. Elle m'aimait d'une façon que je n'avais jamais ressentie avant, a-t-il sangloté, ses larmes mouillant mon chemisier. Elle t'aimait de la façon dont j'aurais dû t'aimer depuis toujours, ai-je répondu doucement. Mais il n'est pas trop tard pour que nous apprenions. Ces mots sont sortis naturellement, sans calcul, sans cette voix légèrement moralisatrice que j'utilisais habituellement. C'était peut-être la première fois de ma vie que je parlais à mon fils avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé un voyage de transformation personnelle qui a bouleversé toute ma existence. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Catherine Martineau, la psychologue que j'avais consultée brièvement, mais cette fois pour un travail de fond sur moi-même. Azélie, vous avez grandi en croyant que l'amour signifie la correction constante. Que s'occuper de quelqu'un signifie pointer ses défauts.
Qu'être une bonne mère signifie ne jamais être satisfaite de son enfant, m'a-t-elle expliqué lors de notre première séance vraiment approfondie. Mais comment changer cela après tant d'années? Comment désapprendre une vie entière de mauvaises habitudes? En commençant aujourd'hui, Azélie. Chaque fois que vous sentirez l'envie de critiquer, demandez-vous, est-ce que cela va rapprocher ou éloigner mon fils de moi? Chaque fois que vous voudrez donner des conseils non demandés, demandez-vous, est-ce qu'il veut mon opinion ou mon soutien? Le docteur Martineau m'a aidé à comprendre que ma mère, Louise, avait elle-même hérité de ce pattern de sa propre mère. C'est un cycle transgénérationnel, Azélie. Votre arrière-grand-mère a probablement appris à aimer de cette façon pendant la guerre, quand la survie dépendait de la discipline stricte. Mais vous pouvez briser ce cycle. J'ai commencé petit, très petit. Quand Théodore m'a appelé la première fois après les funérailles pour me raconter sa journée de travail, au lieu de suggérer des améliorations ou de pointer les problèmes potentiels, j'ai simplement dit, ça sonne compliqué, mon chéri. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Le silence qui a suivi était presque palpable. Puis sa voix, surprise, tu veux savoir comment je me sens? Oui, Théodore. Tes sentiments m'importent plus que les solutions. Waouh. Je suis stressée, maman. Vraiment stressée. J'ai peur de prendre de mauvaises décisions pour le restaurant. C'est normal d'avoir peur quand on prend des décisions importantes. Tu es un homme intelligent, tu trouveras la bonne voie. Tu ne vas pas me dire ce que je devrais faire? Non, mon fils. Tu es adulte, tu sais ce qui est bon pour toi. Je suis juste là pour t'écouter si tu en as besoin. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Théodore m'a rappelé. Juste pour continuer notre conversation. Pas par obligation, mais par envie. Les changements étaient graduels, mais perceptibles. Théodore a commencé à m'appeler plus souvent. Ses visites sont devenues plus longues. Et pour la première fois en décennies, j'ai vu mon fils se détendre en ma présence. Un mois après les funérailles, il est arrivé chez moi un dimanche matin sans prévenir. J'étais en robe de chambre, mes cheveux en désordre, sans maquillage. Normalement, j'aurais paniqué et j'aurais fait des excuses sur mon apparence. Mais quelque chose avait changé en moi. Bonjour mon chéri, ai-je dit simplement. Tu veux un café? Tu ne t'excuses pas de ne pas être présentable, a-t-il demandé, l'air surpris. Théodore, tu es mon fils. Tu m'as vu bien pire quand tu étais petit et que tu avais la grippe au milieu de la nuit. Pourquoi je m'excuserais d'être naturel avec toi? Il a souri, un sourire que je n'avais pas vu depuis ses 8 ans. J'aime te voir comme ça, maman. Plus humaine. Nous avons passé 3 heures à table ce matin-là. Il m'a parlé de ses peurs en tant que père, de ses doutes sur ses compétences en affaires, de sa tristesse encore vive après la mort de Gisèle. Et moi, pour la première fois, j'ai juste écouté et soutenu. Tu sais, maman, grand-mère Gisèle m'a dit quelque chose peu avant de mourir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu l'avais toujours aimé, mais que tu ne savais pas comment le montrer sans essayer de le corriger en même temps. Qu'elle voyait dans tes yeux le même amour qu'elle ressentait pour moi, mais que tu avais appris à l'exprimer différemment. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'aimerais apprendre à recevoir cet amour. Que j'aimerais que nous trouvions un nouveau langage, toi et moi. Ces mots m'ont ému aux larmes. Moi aussi, mon chéri. Plus que tout au monde. 3 mois après la mort de Gisèle, Théodore est arrivé chez moi avec une proposition qui m'a surprise et comblée. Maman, qu'est-ce que tu dirais si nous faisions un voyage ensemble? Juste nous deux? Un voyage? Où ça? À Nice. Je veux t'emmener aux endroits que j'ai visités avec grand-mère Gisèle. Je veux partager ces souvenirs avec toi aussi. Et peut-être créer de nouveaux souvenirs, juste à nous. Mon cœur s'est empli d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon fils voulait passer du temps avec moi par envie, pas par obligation. J'aimerais beaucoup, Théodore. Il y a une condition, maman. Laquelle? On ne planifie rien.
On improvise. On se laisse surprendre. Comme des vrais voyageurs, pas comme des touristes avec un programme serré. L'ancienne Azélie aurait paniqué à l'idée de ne pas tout organiser. La nouvelle Azélie a souri. D'accord. Allons-y à l'aventure. À Nice, nous avons marché sur la promenade des Anglais tandis qu'il me racontait les conversations qu'il avait eues avec Gisèle à ce même endroit. Le soleil méditerranéen réchauffait nos visages, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vraiment connecté à mon fils. Elle m'a dit que tu étais une bonne mère qui ne savait juste pas comment montrer son amour sans essayer de tout contrôler, m'a-t-il révélé en s'arrêtant près de l'hôtel Negresco. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je commençais à voir ça aussi. Que peut-être tu aimais tellement que tu avais peur de me laisser faire des erreurs. Nous nous sommes arrêtés dans un petit café près du marché aux fleurs, le même où il avait pris le petit déjeuner avec Gisèle. Le garçon, qui l'a reconnu, a demandé des nouvelles de la dame qui était avec vous la dernière fois. Elle est décédée, a répondu Théodore avec tristesse. Mais voici ma mère, Azélie. La femme la plus importante de ma vie. J'ai entendu ces mots et j'ai commencé à pleurer là, au milieu du café. Mon fils m'a prise dans ses bras et a murmuré, « Merci d'avoir changé, maman. Merci d'être devenue la mère que j'ai toujours su qui existait en toi. » Pendant ce voyage, il m'a confié des choses qu'il n'avait jamais partagées, ses peurs d'être père, ses insécurités au travail, ses rêves pour l'avenir. Et moi, pour la première fois, j'ai juste écouté et soutenu, sans juger ni conseiller. Tu sais, maman, grand-mère Gisèle m'a dit quelque chose d'autre peu avant de mourir. Quoi donc? Qu'elle n'était pas triste de partir, parce qu'elle savait qu'enfin toi et moi allions nous retrouver vraiment. Elle a dit que c'était son cadeau d'adieu pour nous. Son cadeau d'adieu? Elle m'a expliqué qu'en me montrant ce qu'était l'amour inconditionnel, elle t'apprenait aussi à aimer différemment. Que nous guérir tous les deux était sa façon de rendre honneur à sa propre mère, avec qui elle n'avait jamais pu avoir cette réconciliation. Nous sommes revenus de Nice avec une relation complètement transformée. Théodore a commencé à m'inclure davantage dans sa vie et celle des filles. Céleste, voyant le changement, s'est aussi rapprochée de moi. Madame Montpellier, Théodore est si différent depuis que vous vous êtes réconciliés. Plus léger, plus heureux. Les filles le remarquent aussi. C'est parce que je suis enfin la mère qu'il méritait d'avoir depuis toujours. Non, a dit Céleste doucement. C'est parce que vous avez trouvé le courage de changer. Et ça, c'est admirable à n'importe quel âge. 6 mois après la mort de Gisèle, j'ai organisé mon premier anniversaire différent. Au lieu de me préoccuper de la maison parfaite et du goûter impeccable, j'ai simplement invité Théodore, Céleste et les filles pour un pique-nique dans le jardin. Il n'y aura pas de gâteau de pâtisserie, a demandé Théodore en plaisantant. J'ai pensé faire ce gâteau au chocolat que je faisais pour toi quand tu étais petit. Si tu veux, bien sûr. Ses yeux ont brillé. J'adorerais, maman. Pendant que nous faisions le gâteau ensemble, lui et moi salissant la cuisine, riant de nos erreurs, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie, l'approbation de mon fils. Pas parce que j'étais devenue parfaite, mais parce que j'étais enfin devenue authentique. Maman, a-t-il dit en léchant la cuillère de chocolat, tu sais quelle est la différence entre toi maintenant et toi avant? Laquelle? Avant, tu m'aimais en essayant de me changer. Maintenant, tu m'aimes en m'acceptant. Et ça fait toute la différence du monde. Margot et Élodie, mes petites filles, ont commencé à m'appeler grand-maman au lieu de madame. Elles venaient maintenant chez moi avec plaisir, sachant qu'elles pouvaient jouer, se salir, faire du bruit sans que je les reprenne constamment. Grand-maman, m'a dit Margot un jour, pourquoi papa sourit plus maintenant? Parce que grand-maman a appris à mieux l'aimer, a répondu Élodie avec la sagesse de ses 6 ans. Cette nuit-là, après que tous soient partis, j'ai trouvé une enveloppe que Céleste avait discrètement laissée sur ma table de cuisine. C'était une autre lettre de Gisèle, avec instruction de la remettre 1 an après sa mort. Chère Azélie, si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi. Vous avez réussi à vous transformer en la mère dont votre fils avait toujours eu besoin.
Ce n'était pas facile, je le sais. Changer des patterns de toute une vie ne l'est jamais. Mais vous avez prouvé quelque chose de très important, il n'est jamais trop tard pour recommencer une relation avec de l'amour véritable. Il n'est jamais trop tard pour être la mère que nos enfants méritent. Théodore m'a dit récemment qu'il se sentait enfin vu par vous. Que pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il était suffisant exactement comme il est. C'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir à son enfant. Prenez soin de notre Théodore. Il a maintenant 2 mères, une qui l'aime du ciel, et une autre qui a enfin appris à l'aimer sur terre comme il le mérite. Avec un amour éternel, Gisèle. PS, j'ai une dernière surprise pour vous. Dans ma chambre, sous mon matelas, Céleste trouvera mon journal. Je veux que vous le lisiez. Vous comprendrez que nous avons lu plus en commun que vous ne le pensiez. Le journal de Gisèle a été une révélation. Elle aussi avait lutté avec sa propre mère critique. Elle aussi avait reproduit ses patterns avec Céleste au début. Mais elle avait eu le courage de changer quand Céleste avait 15 ans, après une dispute terrible qui avait failli les séparer définitivement. J'ai réalisé ce jour-là que j'étais en train de perdre ma fille de la même façon que j'avais perdu ma mère, écrivait-elle. J'ai décidé que le cycle s'arrêterait avec moi. Les dernières pages du journal parlaient de moi et de Théodore. Azélie me rappelle tellement la femme que j'étais avant de changer. Je vois dans ses yeux le même amour féroce pour son fils, mais aussi la même incapacité à l'exprimer sans le critiquer. Théodore souffre de la même blessure que Céleste souffrait, cette sensation de ne jamais être assez bien. Mais je vois aussi quelque chose de beau, l'amour est là, intact, juste mal exprimé. Il suffirait qu'Azélie apprenne un nouveau langage d'amour pour que tout change entre eux. C'est pour cela que je veux les aider. Parce que tout le monde mérite une seconde chance d'aimer et d'être aimé correctement. Aujourd'hui, 2 ans après cette découverte douloureuse sur ma relation avec mon fils, je peux dire que je suis une mère complètement différente. Pas parce que je suis devenue parfaite, mais parce que j'ai enfin compris qu'être mère ne signifie pas mouler nos enfants à notre image, c'est les aimer exactement comme ils sont. Théodore m'appelle presque tous les jours maintenant. Nos visites se sont transformées en retrouvailles que nous attendons avec impatience. Et quand il parle de moi à d'autres personnes, j'entends la fierté dans sa voix, pas parce que je suis une mère exemplaire, mais parce que je suis sa mère, et que cela suffit. Les filles viennent passer les vacances chez moi maintenant. Elles appellent ma maison, la maison de la liberté, parce qu'elles peuvent y être elles-mêmes sans contraintes excessives. Margot apprend à faire des madeleines avec moi, et quand elle en rate une fournée, nous rigolons ensemble au lieu de tout recommencer. Grand-maman, m'a-t-elle dit récemment, tu es la grand-mère la plus cool du monde. Pourquoi, ma chérie? Parce que tu nous laisses être nous-mêmes. Et tu nous aimes même quand on fait des bêtises. Cette phrase simple résume tout ce que j'ai appris, aimer quelqu'un, c'est l'accepter dans sa totalité, avec ses imperfections et ses erreurs. C'est lui donner la liberté d'être authentique sans crainte d'être jugé. Céleste et moi sommes devenus vraiment proches aussi. Elle m'appelle maintenant « belle maman » et nous prenons le thé ensemble une fois par semaine. Elle m'a confié récemment quelque chose qui m'a profondément touchée. Vous savez, belle maman, Théodore m'a dit que vous étiez la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que si vous avez pu transformer votre façon d'aimer à 70 ans, alors tout le monde peut le faire. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que vous étiez notre inspiration à tous. Que voir quelqu'un avoir le courage de remettre en question toute sa façon d'être pour l'amour de son enfant, c'était la plus belle preuve d'amour maternel que j'ai jamais vue. La leçon la plus importante que j'ai apprise? Parfois nous perdons les personnes que nous aimons le plus non pas parce qu'elles nous quittent, mais parce que nous les éloignons avec notre façon erronée d'aimer. Mais si nous sommes disposés à changer, il n'est jamais trop tard pour reconquérir le cœur de ceux que nous aimons. Il y a quelques semaines, Théodore m'a fait la plus belle surprise. Il a organisé un dîner dans son restaurant principal à Lyon, juste pour moi. Toute la famille était là, et il a fait un discours qui m'a fait pleurer de joie. Je veux lever un verre à ma mère, Azélie. Elle m'a appris que l'amour véritable, c'est avoir le courage de changer pour devenir la personne que ceux qu'on aime ont besoin qu'on soit.
À 70 ans, elle a eu le courage de tout remettre en question et de devenir la mère extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Maman, merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Et vous? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous exprimez votre amour? Est-ce que votre manière de montrer que vous vous souciez de quelqu'un rapproche ou éloigne cette personne de vous? Parce que parfois, la plus grande démonstration d'amour, c'est simplement accepter quelqu'un comme il est, sans essayer de le transformer en ce que nous pensons qu'il devrait être. Cette histoire est la mienne. Une histoire sur comment j'ai failli perdre mon fils en essayant de l'aimer de la mauvaise façon, et comment une belle-mère généreuse m'a appris ce qu'était l'amour inconditionnel. Une histoire sur les secondes chances et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais surtout, c'est une histoire sur la découverte que l'amour véritable ne cherche pas à changer l'autre, il le célèbre exactement comme il est. Et maintenant, chaque soir quand je regarde les étoiles depuis ma fenêtre à Annecy, je remercie Gisèle pour son cadeau inestimable, elle m'a appris à aimer mon fils comme il méritait d'être aimé depuis toujours. Ceci était mon histoire. 70 ans de vie m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour briser les schémas que nous avons hérités, pour guérir les blessures que nous avons causées sans le vouloir, pour apprendre à aimer vraiment. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire. Peut-être avez-vous aussi réalisé que votre façon de démontrer votre amour éloigne ceux que vous aimez le plus. Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté, le fils ou la fille qui se sent toujours en dessous des attentes d'une mère qui aime, mais ne sait pas comment le montrer sans exiger. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vu votre propre famille en elle, ne gardez pas cette réflexion pour vous. Partagez dans les commentaires, quelle partie de mon parcours vous a le plus marqué? Reconnaissez-vous ces schémas dans votre propre vie? Avez-vous déjà vécu une transformation similaire ou luttez-vous encore pour briser d'anciens cycles? Vos commentaires peuvent être la lumière dont quelqu'un a besoin pour voir que le changement est possible. Que les relations peuvent être guéries. Que l'amour véritable trouve toujours un chemin quand nous avons le courage de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a planté une graine d'espoir dans votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne. Ici vous trouverez plus d'histoires vraies de personnes comme nous, qui ont découvert que la vie nous offre toujours une seconde chance de bien faire. Parce qu'au final, nous voulons tous la même chose, aimer et être aimés comme nous sommes. Et cela, mon cher, n'est jamais impossible.